Trouver de la joie dans la souffrance, c'est la phrase choc puissante que Carlos Alcaraz a livrée juste après sa victoire face à Yannick Sinner en 5 manches cet après-midi. La pépite espagnole jouera pour son 3e Grand Chelem déjà à 21 ans à Paris face à Alexander Zverev. Ce sera ce dimanche à partir de 15 h. On va se focaliser essentiellement dans cette vidéo sur le Alcaraz-Sinner. Malheureusement, vous l'avez vu certainement, Ruud qui a eu des problèmes gastriques assez vite dans son match contre Zverev, donc il n'y a pas forcément énormément d'enseignements à tirer de cette opposition. On va prendre le temps de disséquer le match de cet après-midi qui a été diversement reçu par la twittosphère. Il y a eu beaucoup de tweetos qui ont été très déçus de ce match, qui l'ont trouvé catastrophique, cataclysmique, tout ce que vous voulez, tous les adjectifs qualificatifs négatifs. Et d'un autre côté, certains anciens joueurs ont trouvé ça très bien. Donc il y a vraiment eu plusieurs lectures. Je vais essayer de vous faire la lecture la plus objective possible. On se retrouve juste après un mot du sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, ça te permet de naviguer en toute sécurité sur Internet. CyberGhost VPN te protège activement du piratage et empêche quiconque de suivre ton activité en cryptant tes données. Grâce à CyberGhost VPN, tu ouvres le potentiel de tout le contenu géobloqué. Par exemple, si tu as déjà un abonnement Eurosport, l'intégralité de Roland Garros, Night Session comprise, est disponible en Belgique. Pour Wimbledon, rien de plus simple, tu te connectes à un serveur anglais et tu peux regarder tout le tournoi gratuitement sur la BBC. C'est énorme. Avec CyberGhost VPN, tu peux également débloquer le contenu de 40 plateformes de streaming différentes et regarder par exemple des films et des séries Netflix disponibles uniquement aux États-Unis, en Corée du Sud ou au Japon. Tu peux aussi t'offrir YouTube Premium pour simplement 1,50 € par mois en t'enregistrant grâce à une IP argentine, ce qui supprime toutes les publicités horribles de YouTube et t'offre un accès illimité à YouTube Music. Ils ont en plus une politique irréprochable, pas de collecte ni de partage de tes données, un seul abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Quelle que soit ta plateforme, CyberGhost VPN tourne dessus, Windows, Mac, iOS, Android et compte plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est ultra simple à utiliser et avec 5 étoiles sur Trustpilot, c'est l'un des meilleurs VPN du marché. CyberGhost VPN est fortement recommandé par les sites de référence tels que Frandroid, Clubic, Presse Citron et le Journal du Geek. Tu as en plus une garantie de remboursement de 45 jours et un support client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 en français, la régalade. Dans le commentaire épinglé ci-dessous et dans la description, CyberGhost VPN te fait profiter d'une offre grotesque, 2,03 € par mois, plus 4 mois offerts, ce qui représente 83% de réduction. L'offre, elle est parfaite, vraiment, pour kiffer le tennis cet été, alors faites-toi plaisir. Allez, retour à la vidéo avec mon grand format sur le Carlos Alcaraz Yannick Sinner de cet après-midi, un match intense, décousu, paranormal parfois, qu'on va essayer de comprendre, que je vais essayer de vous expliciter. On commence d'abord par Carlitos qui était manifestement nerveux, tendu, ça s'est vu très vite, et Sinner lui à contrario qui a commencé la partie tambour battant. D'abord avec son quadrillage de cours que j'ai trouvé exceptionnel, sa qualité de frappe remarquable, et ça justement Andy Roddick il en a parlé sur Twitter, il a dit franchement les gars ils jouent à une vitesse supersonique, vous imaginez même pas quoi, la qualité de frappe elle est sidérante, et du coup de son côté Carlitos qui a surjoué, c'est un peu le péché mignon de Carlos Alcaraz, ça on le sait, 3 grosses fautes directes et il va y avoir un double break d'entrée. Sinner qui va proposer un début de match cosmique, royal, une magnifique identification des bons coups au bon moment, la shot selection elle est formidable, il est à 85% derrière sa première balle, et puis il arrive tout de suite à identifier les moments où, par exemple là, vous voyez Carlitos qui est loin, et bien hop, on passe sous la balle, on distille la petite amortie, donc c'est vraiment un début de match exceptionnel côté italien. Du côté d'Alcaraz, le service, eh bien c'est pas du tout ça, hein. Pour commencer le match, c'est le pan de son jeu qui va être totalement non fiable, il est à 44% simplement derrière sa première sur le premier set, mais il va mettre en place une stratégie qui va être très utile lorsque Yannick Sinner sera touché physiquement, c'est le service au corps. Le service au corps, c'est un service qui est diabolique, particulièrement sur gazon, un petit service slicé au corps comme ça, c'est très difficile à anticiper, surtout quand vous retournez près de la baseline comme Yannick Sinner ici dans cette position. Sinner, il va réussir à déjouer ce service lors de la première portion du match, mais ensuite ce sera beaucoup plus délicat. On avance au début de la deuxième manche, et je vous en parlais il y a quelques instants, Alcaraz qui continue, qui insiste avec ce service au corps, qui va être déjoué par Yannick Sinner, qui va même, sur ses services, trouver beaucoup de longueur, et à l'échange, beaucoup de force. Il arrive à brinque-baller Alcaraz, à extraire des fautes très facilement, et on va se retrouver sur le premier moment pivot de la partie, avec un Alcaraz qui va commencer à mettre plus de volume, et surtout, stratégie essentielle sur terre battue, ça vous le savez, utilisation massive du contre-pied. Ici par exemple, un gros coup droit dans le contre-yep de Sinner, et regardez-le, il est en train de couiner sévère au niveau de la hanche, et ça on pouvait se poser la question déjà avant le tournoi, on savait que c'était la zone à risque, et sur le changement de direction, sur la reprise d'appui, on
sent que c'est difficile. Alcaraz qui par conséquent va revenir au cœur de cette deuxième manche avec une utilisation des volumes. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a été dicté, encore une fois, si je peux me permettre, par Juan Carlos Ferrero, un petit peu téléguidé. Carlitos, on peut le regretter, mais maintenant tous les joueurs sont téléguidés ou presque avec le coaching autorisé, même si c'est particulièrement prégnant entre Ferrero et Alcaraz. Et de son côté, Sinner, un gros drop physique. Et on s'en rend compte, dès que Alcaraz excentre Sinner, dès qu'il le fait travailler sur la latéralité, c'est très difficile en bout de course, en extension, pour Sinner de revenir à l'échange. Ça, c'est quelque chose qui fait très bien. Appui ouvert côté revers. On va faire le revers comme ça. On repart immédiatement de l'autre côté avec des appuis ultra dynamiques, surtout sur dur. Et là, on sent que c'est trop difficile pour lui. Et là, à partir du début du troisième set, on se dit, ok, les 30 prochaines minutes, elles sont cruciales pour Sinner. S'il n'arrive pas à retrouver un second souffle, ça va être très difficile pour lui. Surtout que Alcaraz le tient à ce moment-là. Là, on a un point qui est crucial. Nous sommes à 15-30 sur le service de Jannik Sinner. C'est le premier jeu du troisième set. Et là, c'est un coup droit penalty que Alcaraz va mettre dehors. Sinner qui va quand même réussir à survivre dans son jeu, et là on est aux frontières du réel. Franchement, on comprend plus très bien ce qu'on est en train de regarder déjà à ce moment-là de la rencontre. Sinner qui n'arrive plus du tout à pousser sur ses jambes, sur son service. Il y a une érosion complète de sa qualité de service, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a un coup horrible, un autre coup il va réussir à sortir un ace. C'est très sinusoïdal, vraiment c'est ultra décousu. Alcaraz, nonobstant, qui va passer la tête sur ce début de troisième manche avec une nouvelle utilisation massive du contre-pied. Il sent que c'est difficile pour Sinner de repartir dans la direction inverse. Et c'est même le moment où Sinner va cramper. Alors l'avant-bras droit, la main, on sent qu'il a du mal à tenir sa raquette. Entre les poings, il lâche sa raquette, il la tient de la main gauche, on sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu fou. Donc il est en train d'exploser physiquement. Et là on se dit, bon, Alcaraz, c'est fini en 4, match décevant parce que Sinner a craqué physiquement, mais voilà, c'est comme ça. Sinner qui, malgré tout, va réussir à débreaker Alcaraz, qui va s'arrêter de jouer, et on comprend pas trop à ce moment-là, mais Alcaraz qui va aussi, lui, avoir des crampes de son côté. Donc on a deux joueurs crampés en demi-finale de Grand Chelem sur un début de troisième manche. Et là, donc on voit Jannik Sinner qui se fait traiter par le kiné, donc l'avant-bras. Il y aura même une manipulation au niveau de la cuisse gauche à la fin du troisième set. Donc là on reprend le jeu, on se dit bon, Carlitos il va mettre le couvercle, là c'est pas possible, l'autre en face il arrive même pas à tenir sa raquette, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, pas du tout. Des services volés en moonwalk, Alcaraz qui essaye d'écourter les points comme il le peut, dès qu'il le peut. Là il va se faire cueillir forcément par un gros passing. Donc un peu contre le cours de tout, un peu contre le cours de la narration globale, de ce que montre Sinner avec ses crampes. Eh bien il mène 2-7-1. À cet instant, on se retrouve au début du quatrième set, et le langage corporel d'Alcaraz, il est très négatif. Vraiment, vraiment négatif à cet instant. Beaucoup de regards désabusés vis-à-vis de Juan Carlos Ferrero. Là, il y a une balle qui touche la ligne, il va passer 15-20 secondes dessus, et en fait, on voit pas un Carlitos solaire, enjoué, content d'être là. On va le savoir après qu'il est touché par l'écran, parce qu'il a pas forcément trop montré lors de la troisième manche. C'était discret, on voyait quand même qu'il se passait un petit truc, mais on n'était pas exactement sûr de ce qu'il avait. Peut-être qu'il regardait un petit peu trop ce qui se passait en face avec Sinner. Ça peut arriver parfois, les joueurs qui sont déconcentrés par le gars en face qui a l'air manifestement diminué. Je pensais aussi à cet instant qu'Alcaraz il était un peu déçu de la tournure du match. Il s'attendait à un grand match du début à la fin, ultra intense, ce qu'ils ont proposé par exemple à l'US Open en 2022. En réalité c'était les crampes. Le spectacle à ce moment-là, il est pas forcément sur le court, on va pas se mentir, il est un peu plus en tribune. Et regardez par exemple, on se passe des carottes en tribune, et j'adore le sourire de ce gars. C'est vraiment un sourire lubrique. Mais petit à petit, poco à poco, bon an mal an, Carlos Alcaraz qui va revenir tout doucement dans son match, et pour ce faire, il a besoin de hot shots, ça vous le savez, c'est comme ça qu'il se galvanise, c'est comme ça qu'il va puiser son énergie dans le public. Et là, par exemple, on a un passing tentaculaire, monstrueux, une merguez de l'espace qui va clouer Jannik, et ce qui devait arriver arriva. On se retrouve dans le 10e jeu de la 4e manche, Sinner sert pour rester dans le set, et un lob extraordinaire de Carlos Alcaraz, un smash ensuite tout cuit, vraiment tout fait pour Sinner qui va le caviarder dans le couloir, et on se retrouve dans le 5e set, et le 5e set c'est pas le territoire de Jannik Sinner qui a perdu tous ses matchs les plus longs en carrière. J'ai vu la statistique de Constance, jeu 7 et mat, quand les matchs s'étendent, quand il faut travailler l'endurance, c'est pas son fort. À Sinner, on le voit encore, c'est un joueur qui est filiforme, qui a pas forcément une énorme caisse,
Et même s'il remporte l'Open d'Australie en début de saison sur un match en 5 manches contre Medvedev, c'est surtout Daniil qui paye tous les efforts qu'il a fournis sur l'ensemble de la quinzaine et qui, à partir du milieu de la 3e manche, va s'effondrer physiquement. Et ça, Sinner, qui a passé très peu de temps sur le court depuis le début de la quinzaine à l'Open d'Australie, il va en profiter. Mais bref, on se retrouve ici, je voulais vous montrer cette petite palette. Sinner qui va continuer à être très bon, je trouve, dans l'identification. Ça, c'est, je pense, l'un des apports de Darren Cahill au niveau tactique, stratégique, des idées claires. Mais le 5e set, peu à peu, on le sent qui va doucement basculer dans l'escarcelle de Carlitos Alcaraz, et notamment ici, un passing vénéneux, tonitruant, full main gauche, vraiment dans cette position pour maintenir la balle rasante, et bien ici la percuter. Et à cet instant, après 3h35 de combat, dans la moiteur du combat, véritablement au début de cette 5e manche, tout va redevenir naturel, fluide. Les nuages vont se disperser pour Alcaraz qui va retrouver son jeu, qui va retrouver son volume ici. Les deux joueurs qui vont se rendre quand même coup pour coup dans cette 5e manche. Sinner qui va rester au combat, qui va rester au contact, je trouve, ici par exemple avec un magnifique revers qui va enrouler le poteau. Et hop, ici, terminé dans la lulu. Mais c'est au courage, au tempérament, au culot, à l'inventivité, à la créativité que Carlos Alcaraz va réussir à s'imposer dans ce match. Sinner l'a dit ensuite en conférence de presse, il a mieux joué les points importants, un peu plus de culot. Ça nous rappelle le dernier jeu all-time qu'il a livré lors de la finale de Wimbledon 2023. Je pense que c'est le jeu le plus impressionnant que j'ai vu sur toute la saison 2023. Réussir à sortir ça en finale de Wimbledon face au boss final, c'était extraordinaire. Alors parfois il y a un petit peu de trop, c'est un peu trop, quoi. C'est mal canalisé pour Alcaraz. On sent qu'il y a pas mal de fluctuations dans son jeu, c'est ce qui fait aussi sa spécificité. Mais là en tout cas voilà, je pense qu'il est allé chercher son match parce que justement il a plus attaqué, il a été plus offensif lors des moments chauds. Ok, on a terminé avec l'analyse tactique de cette rencontre, on va boucler avec un mot de la fin / mini coup de gueule par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à ce que j'ai vu cet après-midi. Je vais essayer d'être cohérent parce que là je vous avoue que on arrive en fin de quinzaine, c'est pas forcément le meilleur moment pour envoyer des bastos comme ça, mais je vais essayer de le faire du mieux possible. Donc j'ai beaucoup lu cet après-midi, même Djokovic avec un genou, il aurait battu ces mecs-là. Nadal, s'il avait passé Zverev, il aurait remporté le tournoi, etc. Je veux bien en fait, je veux bien qu'on soit un peu nostalgique du Big 3, du Big 4, de cette ère. Je comprends la logique. Évidemment qu'on a vu des matchs extraordinaires, bien sûr. L'Open d'Australie 2012, la longueur du match, la qualité du match, la densité du match, c'est quasiment inhumain ce qu'ils ont proposé, Rafa et Nolé. Bien sûr, on est d'accord. Mais il faut pas fantasmer non plus ce qu'a produit le Big Four pendant toute leur carrière. Si vous regardez le head-to-head entre Federer et Murray, Federer et Djokovic, Federer et Nadal, Nadal et Djokovic, Djokovic et Federer, tout ce que vous voulez. Regardez tous les head-to-head, regardez tous les matchs, je vous le garantis, il y a 20, 30, 35% de matchs qui sont pas bons. Qui sont pas forcément des purges. Il y a eu des purges, j'insiste, il y a eu des purges. Certains matchs ont été nuls, tout simplement. Là, c'est la première fois qu'on a un match décevant. Surtout par rapport à nos attentes. Avant cette demi-finale, on l'attendait vraiment comme un match gigantesque. Sinner Alcaraz, on était très chaud. Donc forcément, c'est un petit peu... Voilà, c'est le ballon de baudruche. C'était pas non plus un match cataclysmique. Il valait par la qualité de son scénario, de sa dramaturgie. C'est pas toujours le niveau de jeu. Et même si vous revoyez par exemple le Wimbledon 2008, la finale, ce que j'ai fait il y a pas longtemps pour un de ces matchs qui m'ont marqué, les 2 premiers sets, ils sont pas ouf. Ça monte en fait, ça monte en dramaturgie. 3e set, 4e set, le tie-break du 4e, la 5e manche, etc. C'est souvent comme ça les matchs de tennis. C'est pas toujours bien du début à la fin. Et je pense que là, on est un petit peu trop dans la nostalgie, du fantasme de « Ah, c'était trop bien cette ère-là, maintenant le tennis il est en déclin, etc. » Ça, c'est une vision, je pense, qui est pas bonne. À la fois pour notre propre appréciation et jugement du spectacle actuel, et aussi parce qu'on est en train de juger 2 jeunes joueurs de 21 et 22 ans qui sont encore loin de leur prime. Ils sont pas en plein prime, ils ont pas 25, 26, 27, 28. Ils ont encore le temps, et on le voit bien d'ailleurs au niveau des crampes, de la nervosité, de la gestion mentale. On sent bien qu'il y a une marge de progression, on la voit. Alcaraz par exemple, il a crampé quasiment définitivement l'année dernière en demi-finale face à Novak Djokovic. Là il a crampé, mais il a réussi à garder son calme et à avancer, à boire du pickle juice, je crois, pour se remettre dedans. Donc il apprend aussi, il apprend. Alors oui, vous allez me dire, plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire, déjà 2 grands chelems, peut-être 3 dimanches, donc forcément il y a une grille de lecture qui est très élevée, une attente qui est très élevée. Je le comprends, moi aussi je peux avoir cette grille de lecture.
mais je pense qu'il faut essayer de se détacher, vraiment c'est important, hein, de ce fantasme, de cette ère du Big Three, qui certes a été extraordinaire, certes on a eu des bangers, mais tous les matchs n'étaient pas non plus oufissimes, donc on peut pas exiger de cette nouvelle génération de nous livrer à chaque fois des matchs all-time, parce que c'est pas réaliste. Et ma dernière question, c'est est-ce que humainement, et c'est ce qu'a dit Andy Roddick sur Twitter, est-ce que humainement, on peut jouer à cette vitesse, à cette cadence, à cette puissance de frappe, parce qu'il frappe plus fort, il frappe plus vite, la balle va plus vite. Est-ce qu'on peut faire ça pendant 5 heures? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas tout simplement naturel qu'il y ait des hauts et des bas, à la fois dans leur carrière, à la fois dans leur match, surtout quand les deux jouent à cette vitesse supersonique? Bah, je pense que oui. Donc voilà. Je voulais un peu tamiser les critiques que j'ai lues. Évidemment, moi j'ai pas trouvé le match dinguissime non plus, mais je trouve que certains ont un petit peu trop forcé avec la nostalgie. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la pousser, très important, le pouce, à vous abonner également pour continuer l'ascension de la chaîne. On a passé les 33 000 abonnés, je vous en remercie. Donc on va essayer de continuer tout ça. Je sais pas si j'ai été très clair aujourd'hui, là je l'ai fait un peu au bout du bout. On arrive en fin de quinzaine. C'est toujours un peu pareil, je connais la musique. On se retrouve dimanche après la finale pour débriefer tout ça. Voilà, je vous embrasse. Kiffez bien votre week-end et tout ça. Et à très vite. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description, mon très cher Goth, pour profiter de la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN. L'application d'abord te protège activement sur internet, mais aussi et surtout te donne un accès plus facile au catalogue tennis en débloquant tout le contenu géobloqué, le tout pour simplement 2,03 € par mois. C'est un banger, alors faites-au plaisir.